David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. 3 chemises, donc 3 questions. Libre à vous de commencer par la couleur que vous préférez. Et donc, on y va. D'accord. Je commence par la droite vers la gauche. Oui, allez-y. Affaire Dubaï Porta-Porte, peut-on parler simplement de fantasmes sexuels ou doit-on plutôt y voir du rituel démoniaque? Alors, la question relève 2 préoccupations. La première, effectivement, il y a du fantasme sexuel pour certains, pour des néophytes qui s'y connaissent pas du tout. Mais le gros lot, c'est un rituel, en fait, c'est un rituel d'expiation qui consiste à se décharger des conséquences de ces comportements fautifs. Comportements fautifs en spiritualité, c'est ce que nous appelons vulgairement péché. Ça peut être des meurtres, ça peut être des violations des droits humains, comme ça peut être des détournements et autres. Donc, tout ce qui constitue un comportement fautif aux yeux de Dieu devrait être expié si l'individu va subir les conséquences. Et les conséquences sont souvent désastreuses. Donc, par rapport à ça, il y a des rituels spécifiques qui permettent de se décharger. Au départ, l'idée, c'était sur des animaux. C'est des rituels qui se faisaient, ce sont des rituels abrahamiques. C'est-à-dire des rituels qui se faisaient depuis le temps d'Abraham, où on sacrifiait des animaux, où on se déchargeait, excusez-moi le thème, on se déféquait sur des animaux, on urine sur les animaux, pour que ces animaux-là partent avec les vibrations négatives liées à ces actes. Généralement, les animaux ne survivent pas. C'est ce que nous appelons chez nous aussi, ça se fait mais d'une autre manière, c'est ce que nous appelons koulio. Au fait, c'est un rituel de substitution, c'est un rituel d'expiation, c'est un rituel qui permet de se purifier et de se faire peau neuve en quelque sorte de façon spirituelle. Donc, ça a toujours existé. Mais là, on passe des animaux Maintenant, on a passé des animaux aux humains. En fait, c'est cette transition-là qui est un peu négative aujourd'hui. Et on se décharge de ces mauvaises vibrations-là sur des individus. Généralement, ces individus ne survivent pas longtemps, en fait. Généralement, ils ne survivent pas longtemps. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à ces filles qui s'adonnent à ça, il y a également une question d'éducation qu'il faut revoir. Il y a un manque d'information, en fait. C'est qu'ils n'ont pas l'information. Ils ne savent pas qu'en faisant ça, ils sont en train de se perdre. Ils sont en train de vendre leur âme entre griffes, de vendre leur vie. Au fait, c'est pas seulement leur âme, mais de vendre leur vie et de ne recevoir que quelques années à vivre sur Terre, au fait. Mais pourquoi est-ce qu'on préfère alors des personnes très en vue, des stars? Parce qu'on a appris des histoires similaires en Côte d'Ivoire. Oui. On a entendu qu'on déféquait sur des artistes de la musique, des comédiens, etc. Et là, on parle des influenceuses de Dubaï et la plupart, c'est des c'est à ce niveau-là qu'intervient au fait le fantasme sexuel. C'est-à-dire que si je devrais le faire, autant le faire avec quelqu'un avec qui je pourrais avoir une certaine satisfaction morale ou aussi sexuelle, mais en même temps l'utiliser puisque ce n'est pas les moyens qui manquent à ceux-là en fait. Donc ils y mettent beaucoup de moyens, mais ils préfèrent des femmes de référence, en un mot. Seulement, ce n'est pas la référence de la femme ou la notoriété de la femme qui compte, mais ça c'est que ce soit un être humain. Alors, quid des chiens alors? Puisqu'on a vu des chiens qui sont passés également à l'acte. Non, ça c'est juste de fantasmes. C'est pour satisfaire les animaux. Parce que s'ils ne le font pas, parfois les chiens se déchaînent et puis s'en vont au fait. Et ils perdent leur chien. Parce que généralement, ils n'arrivent pas à garder plusieurs. Donc, or, le chien a besoin d'une femelle de temps en temps. Donc, au lieu de le laisser aller dehors à la recherche de femelles, et avec le risque qu'il ne reviendra pas certainement, on lui trouve quelque chose ici au niveau et on permet au chien de se satisfaire sexuellement. Et pour pouvoir le maintenir, ils vont même jusqu'à faire ça à leur chameau. Hein. On passe à la deuxième question. Bien, la deuxième chemise. Tassi Hangbe est en pleine réhabilitation aujourd'hui, pourrait-on dire. Selon vous, pourquoi son nom et son règne ont été rayés de l'histoire et pourquoi fallait-il attendre autant de siècles
pour la restaurer. D'accord. Oui, elle est en réhabilitation. Mais à travers elle, il n'y a pas qu'elle seule. À travers elle, il y a toute une armée. Et quand je dis toute une armée, c'est au fait un agrégat. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est elle qui a créé la première armée féminine au monde. Et cette armée était subdivisée en plusieurs unités. Il y a des unités qui s'occupent de la guerre, qui sont là pour aller faire la guerre. Il y a des unités qui s'occupent de la garde rapprochée, de la garde royale. Et il y a une unité, l'unité la plus célèbre, c'est les Agbadjigbeto, les agents secrets. Et la plus célèbre d'entre elles, c'était Naé Gézé, qui est une fille du roi de Swagaja, d'ailleurs qui a été envoyée à sa vie pour conquérir le royaume. Et elle est restée avec le roi, elle a fait même des enfants au roi et pour pouvoir se renseigner sur les secrets du royaume. Et c'est des femmes qui étaient très fortes en géométrie descriptive et en architecture. Quand elles rentrent dans un milieu, en 2-3 mouvements, elles peuvent reconstituer exactement, dessiner exactement tout le milieu. C'est ce qui a été fait. Mais il y a également une autre unité qui s'occupe de la santé et de reproduction. C'est celle-là qu'on appelle aujourd'hui les matrones. Donc les sages-femmes accoucheuses au fait. Quoi. Mais si que s'est-il passé, pourquoi on l'a rayée? Il y a d'abord les conditions dans lesquelles elle est allée au trône. Vous savez qu'elle est jumelle oui. Avec Yem Akaba. Et Akaba était allé à l'Issézoum parce qu'il y avait une insurrection suscitée par les Wemenu. À l'Issézoum, et Akaba avait envoyé un détachement pour aller réprimer cette insurrection. Les Wemenu ont décimé tout le détachement qu'on avait envoyé. Donc il dit lui-même il ira. Donc il est allé au front. Malheureusement, les Wemenu ont eu raison. Il s'en est pas sorti. Il s'en est pas sorti. Si on annonce, la troupe sera moralement affaiblie et les Wemenu vont prendre Dahomey. Donc, on a demandé du renfort et en venant, le renfort est venu avec Tassirangwe. Et les deux se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Donc, on l'a déguisée en Akaba. Elle a mené la guerre. C'est en ce moment-là qu'elle a porté le Panchanka à l'époque. Elle a mené la guerre, elle a gagné. Maintenant, au retour, voilà qu'on lui a fait porter les attributs du roi. Au retour, on lui dit, enlève tout ça là. C'était difficile. Et elle était spirituellement puissante aussi. Donc, on l'a maintenue au trône. Elle a fait 3 ans de règne. 3 ans après, elle a un fils unique qu'on appelait Yansunu. Les intrigues politiques étant, ils ont exécuté le fils parce que la constitution permettait à ce que quiconque qui accède au trône, sa progéniture aussi peut prétendre au trône. Donc, on ne voulait pas que ce fils-là, qui n'est pas de Dahomey, parce que son père n'est pas de Dahomey, on ne voulait pas qu'il accède au trône. Donc, il a été pendu. Oui. Et quand elle a appris ça, elle a décidé d'abdiquer. Elle a réuni la cour, elle a abdiqué, elle s'est retournée dans son palais privé. Comme elle a abdiqué, et pour ne pas que l'histoire ressorte, le Kafra l'a sorti des rois, au fait. Ça s'est fait récemment. Sinon, on lui a toujours voué un culte, même jusqu'au temps du roi Gézo. Et c'est d'ailleurs à cause d'elle que Gézo a réhabilité l'armée des Amazones. Donc, c'est lors de son accession en 1708 qu'elle a créé l'armée des Amazones. Elle règne de 1708 à 1711. Mais son règne a été ajouté à celui de Swagaja. Son petit frère. Ils sont frères, même père, même mère. Ouais. Ils sont tous issus de Naé Adono, qui est à Hawaii. Donc, c'est comme ça la dynastie a décidé de la sortir du lot parce qu'elle n'est pas restée roi jusqu'à la mort. Ou elle n'est pas restée reine jusqu'à la mort. Rien que pour ça. Oui. Et vous savez, elle a fait beaucoup de choses. Et si on la maintenait, on va voir que
certains rois n'ont pratiquement rien fait. D'abord, c'est elle qui a fait le premier découpage. Alors que c'était une femme en plus. C'était une femme. C'est elle qui a fait le premier découpage, le premier recensement général de la population. Les grands marchés que nous avons à Bomé, c'est elle qui a fait. C'est elle qui a repoussé la frontière jusqu'à la lisière de Tchéti. Et c'est à Tchéti que le rythme célèbre qu'on fait pour les Nessoukwe, les Zokoté, c'est elle qui a ramené Zokoté. Mais on a attribué ça à un autre roi, parce qu'on ne veut pas que son nom sorte, au fait. Et celle qui a créé l'armée, comme je vous l'ai dit, celle qui a fait porter le pantalon à la femme pour la première fois au monde. Mais elle a fait beaucoup de réformes, surtout au niveau de la douane. C'est elle qui a inventé ce qu'on appelle Kouzou. Kouzou, c'est le droit de douane. C'est elle qui a inventé ça. Et c'est elle qui a créé les postes douaniers un peu partout pour permettre à ce que... Et en son temps, le royaume a commencé par fleurir suffisamment. Ce sont ces actions-là que son frère Dossou Agadia a accès à son règne et a régné pendant 41 ans. Donc, c'est une femme légendaire, c'est une femme visionnaire au fait, qui est en avance sur son temps, en réalité. Et malgré tout ça, malgré toutes ces œuvres, on l'a rayé de l'histoire. Donc, c'était une injustice qu'on est en train de corriger aujourd'hui. C'était une injustice qu'il fallait corriger. Depuis des années, on criait tout le temps. Ils sont deux qu'on a sortis, il faut les réhabiliter. Parce que ce sont des nationalistes. Il y a elle et il y a Adalozan. Adalozan, c'est un nationaliste. C'est parce qu'il a été mal compris. Les gens ont inventé toutes sortes d'histoires pour ternir son règne. Tassi Hangwe, ce n'est qu'une justice rendue. Nous passons à la troisième question. Vous êtes devenu un homme politique depuis quelques jours. Pour certains citoyens, vous pourriez apporter beaucoup à votre pays dans l'opposition au lieu d'aller vous dissoudre dans une mouvance trop remplie déjà. D'accord. Oui, je ne suis pas hypocrite au fait. J'ai horreur de l'hypocrisie. Si je suis blanc, c'est que je suis blanc. Si je suis noir, c'est que je suis noir. J'ai décidé de faire la politique, j'ai décidé de l'annoncer. Je ne vais pas faire la politique en sourdine, en toute discrétion. Non, non, je l'ai annoncé. C'est vrai que certains ont raison en disant que j'aurais pu apporter mieux dans l'opposition. Mais où se trouve l'opposition aujourd'hui? C'est qui l'opposition? C'est quoi l'opposition dans notre pays? Quelques groupuscules y passent sans fondement. Pourquoi vous parlez de groupuscules? Je parle de groupuscules parce que je les connais bien. C'est subjectif ce que vous dites? Oui, j'assume aujourd'hui, au fait. C'est le mouvancier qui parle, n'est-ce pas? Oui, c'est le mouvancier qui parle, c'est l'homme politique qui parle. On comprend. Voilà. C'est quelques groupuscules qui passent sans racines, sans fondement, et sans vision, et sans idéologie. Qu'est-ce que l'opposition propose aujourd'hui? Quelle est l'alternative aujourd'hui que l'opposition propose? Il n'y a aucune idéologie. Ils n'ont pas d'idéal, au fait. Mais il n'y a pas un tableau sur lequel l'opposition doit écrire ce qu'elle propose comme alternative. L'opposition doit... l'opposition doit pouvoir nous dire... Parce que le problème politique ne se situe pas seulement... Il faut critiquer, il faut tout peindre en noir parce qu'il faut peindre en noir pour pouvoir aller vers là. C'est ça, pas des choses que nous allons corriger en politique. C'est à quoi nous avons droit même. Est-ce que l'opposition peint tout en noir? Est-ce que l'opposition existe même aujourd'hui? C'est des gens qui n'ont pas, excusez-moi, ils n'ont pas les couilles de s'assumer, au fait. C'est ça, justement. Je ne peux pas aller vers là parce que je dis, j'ai un objectif, j'ai une vision et je porte des aspirations de mes concitoyens, de mes compères. Ces aspirations-là doivent trouver solution à des endroits bien précis. Et l'opposition actuelle n'est pas indiquée. Même dans la mouvance, là, ce n'est pas tous les partis de la mouvance qui répondent véritablement à nos aspirations. Si l'on pouvait aller vers X ou vers Y ou vers Z, pourquoi justement au lieu d'aller vers Mouel? Parce qu'on trouve aujourd'hui à Mouel Bénin un parti qui prône une idéologie claire, nette. Le feu de route est très clair. On sait là où va le parti. On sait là où le parti veut conduire le pays. Carrément. Carrément. Ça, c'est précis. Ce que je ne retrouve pas dans les autres partis. Et deuxième chose... Vous avez eu des promesses à Mouel Bénin? Non, aucune promesse. J'ai une vision. J'ai discuté avec le président Jacques Ayadi. Moi, j'ai telle vision de la chose publique. Et je veux porter cette vision-là.
j'ai porté mon choix sur ton parti, est-ce que ça peut marcher? Il m'a donné son feu vert. Parce que je ne peux parvenir à ces objectifs-là que politiquement. Puisqu'on a mené le débat citoyen, on a mené le débat culturel, ça n'a pas porté. Parce que nous avons un problème de législation. Ce problème de législation ne peut pas être réglé par l'exécutif, ce n'est pas son rôle. David Kofi Aza, bientôt à l'hémicycle? Pas forcément moi. Non, pas forcément moi. Moi, j'ai apporté mes aspirations. Le parti va porter ces aspirations-là pour les prochaines joutes électorales. Donc, le problème, c'est pas forcément la personne de David Kofi Aza. Si le bureau politique de mon parti décide que j'en suis digne et j'ai l'onction du président, j'irai. Ce qui est sûr, il y aura forcément des élites. Et là encore, à ce niveau-là, c'est réellement des élites engagées. On ne retrouve pas les politicards qui ont passé tout leur temps à ruiner notre pays, on ne les retrouve pas là-bas. On ne retrouve pas les vieux fatigués, mais qui ne veulent pas laisser le fauteuil à leurs propres enfants, on ne les retrouve pas là-bas. Et on ne retrouve pas ces siphons du denier public, on ne les retrouve pas là-bas. Donc, on sent qu'il y a un regroupement autour d'un idéal et avec des gens engagés, prêts à mener le combat citoyen, le combat républicain. Et je ne peux que me retrouver là. D'accord. Tofa, le Tofa et votre crédibilité n'est pas désormais entachée. Est-ce que cette crédibilité-là, vous ne la perdez pas du coup, au niveau du Tofa? Pas du tout. Parce que ce n'est pas la première fois que de hauts responsables du Tofa se retrouvent en politique. Le président du comité de rédaction du rapport Tofa a été ministre tout en maintenant son poste de président du comité de rédaction. C'est pas normal. Il est resté là jusqu'à finir. Oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'entache en rien l'impartialité de celui qui rédige le rapport. Parce que le Tofa, c'est quoi? C'est comme un scanner qu'on fait. La question, c'est au niveau de l'interprétation qu'on fait. L'interprétation ne change en rien. L'interprétation est souvent subjective. D'expérience, vous pouvez quand même l'avouer. Oui. Ça dépend du prêtre qui va interpréter le phare. C'est-à-dire, ce qu'on va entendre, les prescriptions que nous allons entendre dépendront toujours du prêtre qui interprète les signes qui sortent. Et du moment où ce prêtre-là est d'un côté et d'un bord, il ne va quand même pas mettre du sable dans son propre gari. En quoi vous pensez que dire la vérité à la population, c'est de mettre du sable dans son gari? Ça fait partie des choses qui m'ont amené vers moi. En politique, il n'y a que des intérêts. Non. C'est ça qui, justement, c'est un problème. Puisque la plupart du temps, la population inquiète pour ma personne et pour cette crédibilité-là, dire là, le milieu politique, c'est un milieu des menteurs, c'est des roublards, il y a des intrigues là-bas, c'est des vicieux. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. L'homme politique doit être un modèle pour la société. Mais il ne va pas être un contre-valeur pour la société. C'est l'idéal. Mais c'est justement, il faut une révolution pour corriger ça. Il ne faudrait pas qu'en Occident, écoutez, un député qui regarde sur son portable à l'hémicycle des vidéos porno, et il a fallu qu'on découvre ça et qu'il démissionne de son poste de député. Mais il y a ça veut dire que l'homme politique ailleurs devait être un modèle. Si tu ne l'es pas, tu quittes. Et c'est ça qu'il faut ramener maintenant dans notre pays. On ne va pas continuer à faire la promotion de ceux-là qui ont détourné des milliards dans les régimes défunts. On les retrouve encore ici, soit à l'Assemblée, soit dans des postes, dans des fonctions, dans de hautes fonctions. Il faut arrêter avec ça. Tout cela, il faut les mettre hors d'état de nuire. Parce que c'est des gens qui n'ont plus rien à apporter, ils n'ont plus rien à apporter à notre société. Et un homme politique, on doit corriger, doit être un modèle. Puisque nous sommes dans une société, il ne faut pas perdre de vue, essentiellement suiviste. Et c'est une bombe à retardement. On suppose que quand on fait la politique, c'est pour aller détourner, c'est pour aller voler l'argent de l'État pour devenir riche. Et aujourd'hui, la jeunesse, une partie de la jeunesse pense que c'est comme ça que ça se fait. Et quand on veut avoir l'argent, il faut voler l'État, il faut gruger l'État. Non, je pense qu'il faut que cela commence par se corriger. Et nous allons corriger ça, nous allons œuvrer à ce que l'homme politique devienne un homme digne. Vous allez évincer tous les anciens. Je ne dis pas qu'on va les évincer, mais on va leur trouver leur place pour qu'ils cessent de nuire. Vous ne voulez plus les voir à l'Assemblée? Pas moi, mais je dis à la population que ceux-là, ces politiciens-là, n'ont plus leur place à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où on doit retrouver toutes les composantes de la nation. Ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui sont des politiciens? C'est des politiciens. Il faut qu'on retrouve toutes les composantes de la nation à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Est-ce que l'Assemblée nationale aujourd'hui reflète réellement
toutes les composantes de la nation. C'est vrai, réellement la nomenclature même de notre pays. Non. Donc, moi, je pense qu'il faut corriger le tir. Et je dis, c'est l'homme politique qui parle. David Kofi Aza, merci. Merci.